Bonsoir et bienvenue ici à la Maison éco-citoyenne de Bordeaux, ici en direct. Depuis longtemps déjà, nous l'attendons et dans un peu plus d'un mois, ça y est, elle va démarrer, la COP21 arrive. Jamais les questionnements n'ont été aussi importants, jamais les sensibilités n'ont été aussi mobilisées et jamais les attentes n'ont été aussi fortes. Les Nations Unies organisent la conférence internationale sur le climat à Paris en cette fin d'année. Elle réunira des dizaines de chefs d'État, des milliers de représentants de la société civile, des experts du monde entier également. À cette occasion, l'INSERM veut sensibiliser sur les risques sanitaires liés à l'évolution du climat. Certains effets d'ailleurs du réchauffement liés à notre santé se profilent déjà, comme par exemple la multiplication des épisodes caniculaires, l'expansion de maladies tropicales, l'augmentation des UV et leurs effets nocifs sur la peau. Ce soir, l'INSERM et la Maison éco-citoyenne vous proposent une rencontre exceptionnelle, une rencontre avec le spécialiste de la question, Robert Barouki. Robert Barouki est toxicologue, directeur de l'unité INSERM pharmacologie, toxicologie et signalisation cellulaire. Cette rencontre est en direct ici, donc à Bordeaux, à la Maison éco-citoyenne, sur les sites de l'INSERM, sur le site de Sciences et Avenir ou sur le site de la Maison éco-citoyenne. Vous aurez à tout moment l'occasion de poser des questions, de vous emparer de cette rencontre, d'interpeller notre invité, donc à travers vos questions, à travers vos commentaires, vos retours d'expérience également, sur Twitter, sur le hashtag Climat Santé et sur le chat, bien sûr, qui est juste à côté de la fenêtre vidéo sur laquelle vous êtes probablement en train de nous regarder. Moi, je suis Éloi Choplin et je suis l'humble passeur de vos questions et de vos témoignages, que ce soit ici dans la salle à la Maison éco-citoyenne ou chez vous, bien sûr. Et je serai complet en précisant que cet entretien est réalisé dans le cadre de l'exposition pédagogique Santé-Climat qui est proposée par l'INSERM et animée par les Petits Débrouillards Aquitaine pour des classes de collège et lycée. Et je vous invite chaudement à venir la voir si vous êtes de passage à Bordeaux, ici donc quai Richelieu, à la Maison éco-citoyenne. Et je laisse la parole désormais à Didier Dubrana, responsable de la communication de l'INSERM Aquitaine Poitou-Charentes. C'est lui qui va mener les débats pendant une petite heure et demie. Merci Éloi. Donc, écoute, tu as tout dit. L'INSERM est présent à la COP21 et l'INSERM est présent à la Maison éco-citoyenne depuis 2 ans, puisque ça fait 2 ans que nous organisons ces cycles sciences et développement durable. Et c'était une bonne occasion avec la COP21 de faire un débat avec le spécialiste de l'INSERM, Robert Barouki, sur ce sujet. Nous serons présents également au Bourget et au Palais de la Découverte pour des expositions. Mais je vais passer la parole à Anne Valery, qui est vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge du développement durable, conseillère municipale, déléguée pour la politique de la ville sur le développement durable et les déplacements doux, pour qu'elle nous donne un petit mot d'accueil. Oui, merci Didier. D'abord, je voulais souhaiter dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui suivent cette émission en direct, qui vont réagir, interagir et poser leurs questions, puis remercier également Robert Barouki, le professeur Barouki, d'être là. On en est très heureux et très fiers parce que, comme Éloi Choplin l'a dit, vous êtes le spécialiste de ces questions et ces questions, elles nous intéressent au premier chef. Vous l'avez dit, on est à quelques semaines de la COP21. À Bordeaux, je vois que les concitoyens sont très très intéressés par tout ce qui touche à la santé liée à l'environnement. La métropole a pris des compétences nouvelles, vous le savez, sur ces sujets. Je ne vais par exemple donner qu'un exemple très concret sur l'air, la qualité de l'air. J'imagine que vous allez peut-être aussi nous en parler, mais il y a un lien qui a été établi depuis 2013, je crois, par l'Organisation mondiale de la santé entre le développement d'un certain nombre de cancers et d'autres maladies cardiovasculaires ou autres, avec la mauvaise qualité de l'air que nous respirons. Et nous avons pris la compétence air, donc nous essayons dans ce domaine d'agir. Et je peux vous dire que d'une façon plus large, tout ce qui est fait depuis 2 ans ici à la Maison éco-citoyenne de Bordeaux en lien avec l'INSERM et Didier Dubrana et tous les scientifiques est très très important parce qu'encore une fois, il y a une attente très forte de nos concitoyens qui sont très conscients qu'il y a un lien direct aujourd'hui qui est établi par les scientifiques que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous allez nous démontrer tout à l'heure, entre la santé et l'environnement et malheureusement justement la mauvaise qualité, soit de l'air, soit de l'eau, soit des matériaux, etc. Donc merci encore d'être là. Et puisque je voulais rajouter
rajouter, c'est que nous avons à cœur ces questions à Bordeaux et que le maire de Bordeaux a souhaité à ce qu'il y ait un contrat local de santé pour la ville de Bordeaux qui est en œuvre aujourd'hui et dont un des axes est justement la santé en lien avec l'environnement et que nous sommes en train de copiloter avec le directeur régional de l'ARS un contrat local de santé métropolitain avec une place de choix sur ces questions. Merci Anne. Merci Didier, merci beaucoup Madame Valric. Et pendant que Robert Barocchi va rejoindre le plateau, je vous rappelle donc les règles du jeu. Elles sont toujours extrêmement simples. Vous avez cet impératif de vous emparer de cette rencontre en posant vos questions. Donc n'oubliez pas le hashtag climat santé et le chat bien sûr pour poser vos questions. Vous êtes déjà très nombreux. On a reçu beaucoup de questions en amont et on se fera un plaisir de les passer tout à l'heure, de les transmettre au professeur Barocchi. J'en profite également pour remercier et saluer chaleureusement l'équipe toujours aussi professionnelle et dynamique de la Maison Éco-Citoyenne pour leur accueil et celle de la JD Carré et de Triple C également qui ont contribué à l'élaboration de ce programme. Il ne me reste plus qu'à m'effacer tout doucement. Et Didier, vous redonnez la parole. C'est parti pour Santé Climat. Bon, alors, Robert Barocchi, vous allez nous exposer tout votre savoir en 15-20 minutes sur le climat et la santé. Je pense que je vais vous laisser la parole pour qu'on puisse se plonger bien dans cette problématique. Ok, merci beaucoup, merci Madame la Vice-Présidente, merci à tous les présents ici. Moi, c'est toujours un plaisir pour moi de venir parler de ces questions scientifiques et je pense que c'est un peu notre mission dans le milieu de la recherche, notamment à l'INSERM, d'exposer ces problèmes de science et ces problèmes de santé et des problèmes biomédicaux en général. Donc, je vais vous présenter effectivement un certain nombre de diapositives qui reprennent donc cette question de santé et climat avec une ligne directrice en fait qui va être cette notion d'exposome, sur laquelle je reviendrai. Donc je vais commencer par un peu autre chose que le climat au sens strict, mais on y reviendra et ça va être cette ligne directrice et puis on pourra en discuter après. D'ailleurs, certaines de ces diapos ont été réalisées par le service de communication de l'INSERM, mais notamment Michel Garlati, et donc elles sont issues typiquement des images que vous pouvez voir dans cette remarquable exposition. Je vais commencer par parler des expositions. Nous sommes tout le temps exposés à toute une série de produits chimiques, toute une série d'agents physiques, biologiques et autres. Et donc il y a eu une réflexion récemment par un groupe de chercheurs américains qui établit une relation entre la source des expositions, par exemple une usine, par exemple, et puis le stress que ça provoque au niveau de ce qu'ils appellent ici un récepteur, c'est-à-dire en fait un individu, par exemple. Cet individu étant lui-même sous l'influence de différentes conditions, de comportements, d'un certain nombre de conditions. Mais ce que cette diapositive montre, c'est qu'il peut y avoir une conséquence de cette exposition, par exemple une pathologie, mais qu'en fonction de cette pathologie, il y a un retour vers la source, il y a un retour vers les comportements qui peuvent modifier les expositions. L'intérêt, c'est qu'il y a en permanence une relation entre les écosystèmes, l'environnement et l'humain, et la santé humaine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et dans une diapositive un peu trop compliquée sans doute, mais le message est relativement simple. Vous voyez cette relation entre ce qu'on appelle les services des écosystèmes et l'état de bien-être et la santé humaine. Et cette relation, elle peut être de base. L'environnement, les écosystèmes nous donnent notre nourriture, donc ils donnent l'eau. Ce sont des éléments de base de notre bien-être et de notre santé, mais ça va un peu au-delà. Et il y a des aspects, par exemple, esthétiques, éducationnels. C'est pas du tout pareil d'être dans une ville où il y a des arbres, où il y a une rivière, et que dans une ville où il n'y a finalement que des constructions ou que des autoroutes en pleine ville. Donc c'est absolument pas la même chose. Et donc il y a toute une série d'influences des écosystèmes sur notre santé et inversement, en fonction de ces conséquences sur la santé, il peut y avoir une influence de nous, humains, sur la nature et les écosystèmes. Donc rappelons-nous cette relation étroite entre les deux. Il y a un certain nombre d'années, un chercheur du Centre international sur le cancer, donc le CIRC, à Lyon, donc qui dépend de l'OMS, Chris Wilde, s'est senti obligé de trouver et de proposer un nouveau concept qu'on appelle l'exposome.
Pourquoi finalement y a-t-il senti cette nécessité? C'est que dans beaucoup de domaines de la santé, au fond, on associe assez facilement des problèmes génétiques. On sait très bien, les gènes ont tel ou tel effet sur les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies rares, etc. Donc ça, c'est relativement simple. Et puis dès qu'on sort de la génétique, là, on est dans un monde relativement compliqué. Il y a le polluant chimique, il y a ce qu'on mange, il y a est-ce qu'on mange bien suffisamment ou pas, il y a l'air qu'on respire, il y a notre situation socio-économique qui influence beaucoup, nos stress psychologiques. Et au fond, c'est un peu éclaté en différents sous-chapitres, et il manquait un concept qui unifie tout cela. Et il a proposé ce concept d'exposome, qui en fait inclut la totalité des expositions, vie entière, depuis qu'on était un petit fœtus jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à éventuellement la mort. Donc c'est le cumul de toutes les expositions qu'on a pu connaître. C'est assez conceptuel, c'est sans doute extrêmement difficile, on va voir comment on peut l'aborder, mais ça a le mérite de rassembler toute une série d'influences. Après Chris Wilde, comme c'est souvent dans le domaine scientifique, différents chercheurs sont venus avec leur propre concept et ils ont rajouté, disons, orné ce concept d'exposome de toute une série de nouvelles idées. Par exemple, un chercheur américain, Rapaport, a lui surtout parlé de ce qu'il appelle l'exposome intérieur, c'est-à-dire comment, en analysant le sang, finalement, on peut se rendre compte des expositions qu'on a pu subir et de notre réponse à ces expositions. Donc c'est quelque chose de plus biologique, de plus biomédical. Ensuite, d'autres chercheurs ont surtout insisté sur l'importance du cumul des différentes expositions, du mélange de différents produits chimiques, par exemple, mais aussi du fait que lorsqu'on est dans une situation de stress psychologique, on peut répondre différemment à tel ou tel polluant, que notre comportement a un rôle important. Et donc, ils ont rajouté à cette notion d'exposome quelque chose de beaucoup plus large, donc pas uniquement le produit chimique ou les ondes électromagnétiques, mais aussi notre état psychologique, notre situation économique et sociale. Donc c'est un concept assez large et c'est important et on verra en quoi il peut servir. Mais la première chose, c'est comment on peut mesurer finalement ce concept. Difficile, sans doute, dans un premier temps, mais les mesures, comme je l'ai dit, sont diverses et à différentes échelles. Si vous regardez donc en bas, au niveau du sang, on peut faire des analyses de sang relativement sophistiquées, qu'on appelle de la métabolomique ou autre, mais peu importe, une analyse très complète de milliers de produits, de composés chimiques qui sont présents dans notre sang et en déduire une partie des expositions et de notre réponse à ces expositions. Donc là, c'est à l'échelle vraiment de l'individu. On peut faire des études à l'échelle des populations. Telle population est plutôt exposée, elle habite proche d'un périphérique ou d'une autoroute, elle est exposée au trafic et donc elle a un certain type d'exposition. Telle autre population vit à la campagne, donc il y a pas mal d'avantages, il y a peut-être quelques pesticides aussi qui traînent, donc il y a un autre type d'exposition. Donc une étude plutôt épidémiologique et l'INSERM est très très présent dans ce domaine. Mais ça peut aller au-delà parce qu'on peut faire des analyses à une échelle beaucoup plus globale. Est-ce qu'on est dans une région qui a subi une pluviométrie très importante pendant telle ou telle année? Est-ce que la température a augmenté? On arrive au climat petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes un peu macro qui expliquent un peu des effets, mais à l'échelle vraiment de grandes régions? Donc il faut faire toutes ces analyses-là pour savoir quelles sont les expositions et comment on peut les exploiter. Et comme je l'ai dit, il y a différentes approches. Donc ça peut être des approches géographiques, on vient de le dire. On voit ces cartes, vous voyez, où on vous prévoit l'augmentation de la température cette année, l'année prochaine, etc. Donc, c'est des cartes relativement générales. Mais aussi, et ça se développe beaucoup actuellement, tous ces capteurs qu'on peut avoir sur soi et qui vont mesurer potentiellement la température, qui vont mesurer aussi la présence de tel ou tel polluant. Ça commence à se développer. Il y a des capteurs qui mesurent les UV. On a évoqué les UV tout à l'heure. Et d'autres qui ont, sur votre smartphone ou autre, qui vont mesurer est-ce que les battements cardiaques, est-ce que vous êtes déplacé, pas déplacé ou autre. Donc on commence à avoir même à l'échelle de l'individu toute une série d'outils, au fond, qui nous permettent de savoir beaucoup de choses sur ce que fait cet individu. Ça peut même aller très loin. Et enfin, il y a toute une série d'analyses, à nouveau, qui est représentée sous cette forme éclatée, comme ça, de petits points, qui représentent, en fait, toutes les analyses biologiques qu'on peut faire, que j'ai dites sur le sang. Donc,
une multiplicité d'approches, et ça, c'est très important. Et du coup, maintenant, si on revient à l'échelle de l'individu, certains chercheurs qui font de la modélisation, au fond, essayent de dessiner le parcours de danger. Regardez cette ligne rouge qui est ici, elle dessine le parcours d'un individu. Et dans ce parcours, il y a le temps, bien sûr, et il y a l'espace. Et on va dire, cette espèce de cylindre ici représente, par exemple, les dangers qu'on peut avoir lorsqu'on vit dans une ville avec une certaine dose de particules dans l'air et de polluants. Donc cette personne a vécu pendant quelques années à Paris, à Bordeaux, ailleurs, et donc a subi un certain type d'exposition. Ensuite, elle a changé, elle a été à la campagne, elle a subi un autre type d'exposition. Et l'idée, justement, quand on a dit vie entière, l'exposome, c'est d'essayer de modéliser un peu tout ça par individu et d'essayer de corréler ce parcours de danger, si on veut dire, avec éventuellement le développement de telle ou telle pathologie. Et donc, c'est ce qu'on appelle cette trajectoire des dangers qui est importante dans l'exposome. Donc, je reviens maintenant un peu plus petit à petit vers la notion de climat. Et donc, le climat va agir dans l'évaluation donc de l'exposome, va agir à un niveau assez général, mais avec des conditions locales plus particulières, parce que la pollution à un endroit peut être un peu différente de la pollution à un autre endroit. La température, même dans une région toute proche, si vous êtes au centre d'une ville, par rapport à juste quelques kilomètres un peu en dehors, vous pouvez avoir plusieurs degrés de différence et ce n'est pas négligeable. Et puis jusqu'à l'air intérieur chez vous, si vous fumez ou pas, l'air intérieur influe. Et donc tout ça doit être intégré. On ne peut pas raisonner uniquement là-dessus sur le climat en général et pas sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors donc revenons au changement climatique. Est-ce que ce changement climatique entraîne ou pas des pathologies ? La réponse est oui, il y a déjà des preuves que ce changement climatique va avoir des effets sur notre santé. L'exemple typique, c'est la canicule, donc on en a parlé. En 2003, ça a été une année extraordinaire, mais 2015 a été une année assez significative. Et il y a une mortalité qui n'est pas de plusieurs milliers de personnes liées à la canicule qu'on a eue en 2015, même si elle était moins impressionnante et moins importante. Mais il y a toute une série d'autres effets. On a parlé du UV et des effets du UV sur la peau et potentiellement le cancer, les maladies infectieuses, on y reviendra, des maladies cardiovasculaires, le problème de la malnutrition potentielle liée au fait que des sécheresses importantes vont faire en sorte que on va moins produire, on va pouvoir avoir moins de production agricole, surtout dans certains pays. Et enfin, les maladies respiratoires, je reviendrai un peu plus en détail sur chacune pour vous dire ici que l'effet du changement climatique, donc c'est CC pour les changements climatiques, donc l'effet du changement climatique peut être soit direct. Donc quand on dit il y a un stress thermique, il y a une canicule, c'est un effet direct. C'est le changement climatique qui a été direct. Il peut aussi, et souvent d'ailleurs, être indirect. Il va, par exemple, y avoir beaucoup plus d'inondations, la qualité de l'eau va être différente, il peut y avoir plus d'infections liées à une mauvaise qualité de l'eau. La qualité de l'air va être modifiée par différents effets et on va avoir différentes conditions. Donc on va avoir à la fois des effets directs, mais aussi des effets indirects. Et il va y avoir aussi une importance du contexte, le contexte environnemental, la physique, carrément. Si on est dans un endroit très pollué, le changement climatique va avoir un effet supplémentaire qui sera beaucoup plus important que dans un endroit beaucoup moins pollué. Mais aussi au niveau individuel, il y a la notion de vulnérabilité individuelle. Un jeune enfant, par exemple, qui a déjà une maladie asthmatique va avoir des conséquences beaucoup plus graves du changement climatique qu'une personne adulte qui n'a pas de problème de santé. Donc le contexte est important et ça, c'est une notion très générale dans le domaine environnement-santé. Voilà, le contexte, prenons l'ozone par exemple. Il y a changement climatique, production d'UV, il va y avoir une production accrue d'ozone à notre niveau. On ne parle pas là de la couche d'ozone stratosphérique, ce sont deux choses différentes. On parle de l'ozone à notre niveau et là, l'excès d'ozone à notre niveau a des conséquences pathologiques, respiratoires notamment. Et c'est influencé par toute une série de choses qui sont liées aussi à la pollution. Les particules, là, je n'ai pas besoin, la photo est assez claire. Le trafic, par exemple, il suffit de regarder certaines images de Paris, mais aussi de Pékin, n'en parlons pas, c'est très très impressionnant la quantité de ces particules. Et là, il n'y a aucun doute
il n'y a plus de doute. On est dans la certitude sur l'effet des particules sur les cancers, sur les maladies cardiovasculaires. Alors, attention, le changement climatique ne va pas en tant que tel, disons, être à l'origine des particules. Le changement climatique, peut-être par certains vents de sable, peut les augmenter. Il va pouvoir aggraver une situation où il y a une augmentation de particules liées, par exemple, au trafic ou à l'industrie. Et déjà, vous voyez qu'il y a cette interaction entre changement climatique et d'autres facteurs environnementaux qui sont fondamentaux. Donc la notion d'exposome, là, elle n'est pas loin, même si je ne l'ai pas dit. Les pollens, bien sûr, il y a une augmentation, il y a une progression. Prenons l'ambroisie, donc ça progresse, ça remonte. On peut voir toutes ces images de la progression de différentes plantes et donc qui vont de plus en plus vers le nord du pays. Donc il y a une progression du pollen et donc de l'allergie. Et la durée, ce qui compte, c'est le niveau moyen et c'est la durée dans le temps de ces pollens. Et d'ailleurs, là aussi, il y a une interférence entre la présence de pollen et de polluants qui vont venir fragmenter ces pollens. Et le fait de les fragmenter augmente la vulnérabilité, augmente la réaction allergique. Donc là aussi, ce n'est pas les pollens en tant que tels et seuls, c'est le fait qu'ils sont dans un contexte qui va augmenter leurs effets. Enfin, et ça, beaucoup d'entre vous connaissent, ont entendu parler de chikungunya, ont entendu parler du virus de la dengue, etc. Et on va avoir, grâce à des vecteurs, comme des moustiques notamment, ou d'autres vecteurs dans le monde animal, une augmentation de ces pathologies. Et on voit, même en France, et dans beaucoup d'autres pays, bien sûr, progresser ces maladies à vecteurs. Même si, alors, à nouveau, le changement climatique va fournir un terroir fertile pour que ça puisse s'installer, mais ce n'est pas le seul élément, ce n'est pas le changement climatique qui a fait que le moustique est arrivé en France et qui s'est diffusé. Il y a d'autres, il y a nos activités humaines, le fait qu'on soit dans un état de mobilité tellement frénétique par rapport à ce qu'il y avait, ne serait-ce qu'il y a 50 ans et encore plus il y a 100 ans. La mobilité, notre mode de vie fait que ça diffuse beaucoup plus rapidement et puis le changement climatique fournit un terroir plus propice. Donc, il n'y a pas que les moustiques, il n'y a pas que les vecteurs, il y a la mauvaise qualité de l'eau et de l'air qui peut aussi favoriser les infections. Et dans certains pays, notamment pour l'eau, c'est quelque chose de fondamental et de très important. Donc, c'est dépendant aussi de l'environnement. Je vais maintenant prendre quelques cas et les illustrer et vous montrer l'influence de différents facteurs. Si on prend la qualité de l'air, et on sait combien la qualité de l'air est importante pour les maladies respiratoires et cardiovasculaires. Il suffit qu'il y ait une journée, ça c'est quelque chose qui se voit au jour même, ce n'est pas dans 30 ans. Une journée avec une très mauvaise qualité de l'air, vous allez aux urgences des hôpitaux et vous voyez arriver les personnes avec des crises d'asthme, des maladies cardiovasculaires tout de suite. Donc c'est quelque chose qui se sent tout de suite. Et la qualité de l'air, elle ne dépend pas uniquement des effets du changement climatique. Bien sûr, il y a l'ozone, j'en ai parlé, elle dépend beaucoup des particules qui sont dans l'air, elle dépend aussi d'autres polluants. Le mélange de tout ça vous donne une qualité de l'air mauvaise et donc des conséquences pathologiques. Mais c'est vrai aussi par ailleurs. Prenons les maladies infectieuses. On vient de parler d'une augmentation possible de certains agents infectieux. Si vous êtes malade, le fait qu'il y ait une chaleur avec de la déshydratation va augmenter vos risques pour cette maladie. Et le fait qu'en même temps, il existe des contaminants, quelle que soit leur voie d'entrée, des contaminants qui ont des effets immunosuppresseurs, c'est-à-dire ils diminuent notre capacité à réagir contre les infections. Ce mélange-là devient plus explosif que chacune des sources seules. Donc, il faut prendre l'aspect environnemental dans sa globalité. L'autre exemple, les pollens, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais aussi dans certaines maisons un peu humides, dans certains appartements, les moisissures, ça favorise les problèmes allergiques et à nouveau, un certain nombre de contaminants chimiques viennent perturber notre réaction immunitaire et favoriser une réaction allergique excessive. Qu'est-ce que je montre là? Je montre qu'à chaque fois, c'est la combinaison d'effets qui donne la conséquence, disons, dangereuse et la conséquence toxique. Et donc, cette notion d'exposome va regrouper tout ça. Je vais finir par quelques conclusions qui peuvent donner lieu à une discussion que nous pouvons avoir dans la suite. Donc les effets du changement climatique, on l'a vu, elles sont multiples, et ça concerne des pathologies assez fréquentes. On a cité des maladies respiratoires, on a cité des infections, des hydratations, etc. On n'est pas dans quelque chose d'extrêmement spécifique. C'est quelque chose de relativement général. Et on peut s'attendre
à ce qu'il y ait d'autres facteurs, et il y a d'autres facteurs environnementaux qui influent sur ces pathologies. On peut donc s'attendre à ce qu'il y ait une interaction entre ces différents stresseurs, qu'on appelle environnementaux, pour aggraver ces pathologies. Et donc, le changement climatique va affecter des populations qui subissent aussi ces autres facteurs, notamment la pollution atmosphérique, les contaminants, les stress psychosociaux. Et là, on a une vulnérabilité particulière vis-à-vis de ce changement, et une vision intégrée des effets de différents stress nous donne plus de chances de trouver des solutions durables. Si on ne se focalise que sur le changement climatique, on peut oublier les autres facteurs, et c'est réellement dommage. Et on peut y revenir vraiment dans la suite de la discussion. Ça concerne des choses dont on discute aujourd'hui même, sur diesel versus essence, etc. On pourra y revenir. Deuxièmement, enfin, d'autres points importants, il ne faut jamais séparer la santé des populations humaines de l'état de l'environnement. Ce sont des choses extrêmement complémentaires. Le concept que propose l'OMS, qui s'appelle One Health, une seule santé, on est très dépendant de l'état de nos écosystèmes pour des tas de raisons. Ensuite, la politique d'acquisition de connaissances sur des expositions doit être poursuivie. Évidemment, il faut faire des études sur la santé, c'est le rôle de l'INSERM, et on y est tous favorables, mais savoir aussi observer ce qui se passe sur le climat, ce qui se passe dans certains écosystèmes, a une importance sur la santé humaine. Le troisième point qui est, je pense, très important, c'est qu'on a tendance tous à s'intéresser soit à des régions qu'on appelle des points noirs, parce qu'il y a quelque chose, il y a un peu de pollution, plus de pollution là qui s'y passe, soit à des journées, il y a des jours plus chauds que d'autres ou plus pollués que d'autres. Et en réalité, ce qui compte pour la santé, c'est le niveau global et moyen. Ce n'est pas uniquement le pic, le fait qu'il y ait un pic, c'est le niveau global, par exemple, de particules qu'il y a dans l'air sur toute l'année qui va nous affecter notre santé sur le long terme, et pas parce qu'il y a un jour, il y a un pic, restez chez vous ce jour-là. Non. Il faut travailler sur l'ensemble. Et puis, un point noir ne doit pas être considéré parce qu'il y a une pollution par un produit chimique particulier. Un point noir, ça peut être aussi la conjugaison de plusieurs stress environnementaux au même endroit. Si vous êtes à côté d'une autoroute, vous avez le bruit, vous avez l'état sans doute des habitations, et vous avez la pollution. Tout ça se conjugue. Enfin, une réduction. La conséquence de cette notion d'exposome, le fait qu'il y ait une multitude d'expositions qu'il faut les analyser, c'est que si on travaille sur chacun des effets, même de manière modeste, on peut avoir un effet final qui peut être significatif. Et enfin, les messages de santé publique doivent être cohérents. On ne peut pas donner un message uniquement lié à un aspect changement climatique et oublier que les conséquences de ce message peuvent avoir aussi des conséquences donc, sur d'autres effets. On ne peut pas, par exemple, prenons un autre exemple, conseiller les fruits et légumes, c'est très bien, mais si une demi-heure après, au journal, on entend qu'il y a beaucoup de pesticides et que les pesticides ont des effets majeurs sur la santé, je ne sais pas ce qu'une personne qui écoute ça peut faire. Il faut avoir un message cohérent pour que ça passe et que ça puisse avoir un effet global. Bon, donc je vais m'arrêter là. Je pense que pour laisser de la place à de la discussion. Merci Robert Marucchi. Je voulais cette notion d'exposome est extrêmement intéressante et en fait elle résume l'ensemble des paramètres air, eau, stress. Et ma question, c'est est-ce qu'on va arriver à alors c'est une question un peu idiote, mais est-ce qu'on va arriver à une échelle d'exposome, c'est-à-dire qu'on va dire vous vous appelez Monsieur X et votre exposome est de temps. Est-ce que les scientifiques vont aller jusque-là? Bon, on n'en est pas là, mais bon, bientôt, on va avoir notre séquence d'ADN peut-être complètement, donc il n'est pas exclu, avec tous les capteurs que je vous ai montrés, qu'on vous dise, voilà, votre échelle de hasard, le danger, là, le petit schéma sur le danger, vous avez subi ceci pendant votre enfance, puis ceci un peu plus tard, etc. Et on va vous calculer un chiffre. Peut-être qu'on arrivera. Dans les études actuellement qui se font, il y a 3 grands programmes européens sur l'exposome. Il y a 3. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'efforts dans ce domaine. On construit tout de suite des instituts, comme d'habitude. Mais là, on a 3 grands programmes auxquels des équipes françaises, d'ailleurs, participent. Et ça va de ce type d'études, de capteurs, d'études épidémiologiques plus larges, à des études toxicologiques, à beaucoup de modélisation, la météo, etc. Donc, on essaye d'avoir cette vision intégrée.
Quand est-ce que ça va passer dans la pratique? C'est-à-dire, est-ce qu'on va calculer pour une personne son exposome? Ça peut arriver un jour, mais je pense qu'il faut être plus pragmatique et tirer de cette notion d'exposome quelque chose de plus utile, notamment à des populations plus vulnérables. Je pense par exemple, pour être plus précis, un enfant asthmatique va être plus vulnérable à certaines expositions, à des polluants, à des problèmes de changement climatique ou autres. Donc il faut peut-être focaliser dans un premier temps cette notion d'exposome et la rendre utile à des personnes qui ont déjà une vulnérabilité physique ou psychologique ou autre, et prouver par ce biais-là que ça peut être utile et que ça a un intérêt. Donc moi, je vois plutôt les choses comme ça dans un premier temps. Et ma deuxième question était, est-ce que le changement climatique est un facteur aggravant, entre guillemets, dans les stress de l'exposome, c'est-à-dire sur l'air, sur l'eau? Est-ce que c'est toujours un facteur aggravant? Alors, le changement climatique, dans la plupart des exemples que j'ai fournis, effectivement, est un facteur aggravant. Maintenant, il ne faut pas non plus être complètement binaire sur ce plan-là. Et il est évident que si vous étudiez, j'ai parlé de canicule un moment, il est évident que les excès de chaleur sont mauvais et entraînent une mortalité plus importante. Cela dit, la courbe de la mortalité en fonction de la température est une courbe qu'on appelle en U, c'est-à-dire elle augmente aux fortes températures, mais elle augmente aussi aux faibles températures. Donc, dans certains pays où il y a un froid très important, le fait que ce froid soit moins intense, peut-être là, il y aura un effet bénéfique. Il ne faut pas non plus voir les choses comme ça. La vision générale, c'est qu'il faut faire l'équilibre entre les aspects très négatifs et les aspects positifs. Et pour le moment, le consensus des chercheurs, c'est que les aspects négatifs sont prédominants. Alors, pour sortir de l'exposome, on va revenir en Aquitaine. L'Aquitaine, il y a le moustique tigre qui est arrivé là depuis 2 ans, en Gironde, entre autres, et dans les Landes. Est-ce que ça veut dire que nous allons être exposés au chikungunya ou à la dengue? Ça veut dire qu'il y a un risque. Parce que la première condition, c'est que ce moustique soit là. Ensuite, il y a beaucoup d'autres conditions. Il faut que, c'est pas parce que le moustique est là que nécessairement il va transmettre. Il y a une adaptation entre le virus et le moustique qui doit avoir lieu. Il y a aussi le nombre de personnes, parce que comme c'est une diffusion, c'est-à-dire le moustique, c'est pas lui, il va transporter d'une personne à une autre, donc cette infection. Donc ça va dépendre beaucoup du nombre de personnes infectées. Si tout d'un coup ce nombre atteint un certain seuil, il peut y avoir une multiplication. Donc dans les Antilles, il y a eu des épidémies. Il n'y en a pas toujours eu, il y a eu des épidémies. Donc il n'est pas exclu que ça atteigne des régions françaises, et notamment l'Aquitaine. Là, c'est le sud-est qui est le plus actuellement le plus menacé, si j'ose dire, mais ça peut très bien arriver ici dans les années à venir. Et pour ces changements climatiques, donc les régions en France qui, à votre avis, sont les plus menacées par le changement climatique, est-ce qu'on peut faire une cartographie sur le plan de la santé ou pas? Alors, on ne peut pas prendre la santé d'un point de vue global pour le moment. Il y a de différents aspects. On peut regarder la sécheresse, par exemple, et la sécheresse, c'est clairement la région méditerranéenne qui seront les plus impactés, et c'est aussi là que sur le plan disons infectieux, ça va être, l'impact sera là. Sur le plan des allergies, le fait que toutes ces plantes allergènes grignotent du terrain et progressent vers le nord, des régions qui n'étaient pas exposées vers le nord de la France à ces pollens vont tout d'un coup l'être, et donc vont subir, disons, ces effets-là. Donc selon le critère dans le changement climatique, on va avoir telle ou telle région qui sera plus exposée qu'une autre. Merci. Je vais repasser la parole à Éloi pour savoir ce qu'il se passe du côté des internautes. Beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Les internautes tweetent, les internautes font résonner ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Il y a des questions également sur le chat. Une première question, une question finalement vaste et simple. Comment faut-il se protéger du changement climatique, du danger climatique? Comment faut-il se protéger du danger climatique? Est-ce qu'on peut se protéger du danger climatique?
Alors, il y a tout un chapitre donc dans ce domaine qui s'appelle l'adaptation. Bon, on peut évidemment, il y a toute une série de choses. Alors, ça dépend si on parle d'un point de vue de l'individu ou d'une collectivité ou autre. Il est évident que, par exemple, prévoir des espaces verts dans une ville, pour prendre quelque chose de très concret à l'échelle d'une municipalité, est quelque chose qui a un effet positif sur le changement. Il est évident que l'habitation, le type d'habitation, les matériaux utilisés, peut avoir évidemment des effets bénéfiques là-dessus. Donc il y a toute une série de comportements qui permettent de lutter contre les excès de chaleur. Cela dit, s'il y a beaucoup d'ozone dans l'atmosphère, là ça va être un tout petit peu plus difficile de lutter à l'échelle individuelle. Donc la meilleure réponse est une réponse collective, est une réponse de prévention. Il y a évidemment de l'adaptation qui est possible, il y a toute une série de choses, donc on a donné 2 ou 3 exemples ici, mais le mieux c'est quand même la prévention, et l'échelle là est une échelle parfois de ville ou de région, mais on est vraiment devant un problème planétaire, et c'est tout l'intérêt de la COP 21, on est devant un problème mondial, et il faut à un moment ou à un autre prendre les mesures au niveau mondial. Est-ce qu'un jour on aura tous un masque à gaz par exemple dans la rue ? J'espère que non. Parce que... On peut l'espérer. On peut l'espérer. Une autre question avant de proposer également ici à la Maison éco-citoyenne. Une question qui est sans doute redondante dans beaucoup de débats qu'on peut voir un peu partout. Connaît-on vraiment la part liée au changement climatique ? Si oui, comment la mesure-t-on ? Alors vous avez un petit peu abordé en disant que c'était pas si simple, mais justement ça c'est un élément qui revient très souvent dans les débats. C'est une excellente question. Alors ça fait des débats entre épidémiologistes depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle la part attribuable. À partir du moment où je vous ai dit qu'une pathologie a différentes sources, eh bien la question est est-ce que c'est lié à ceci, à cela, au changement climatique, au trafic, aux industries, à l'énergie, etc. Donc cette question est réelle. Elle est souvent très difficile. On peut parfois y arriver en comparant, par exemple, différentes études épidémiologiques dans différents endroits où une part plus importante d'un des facteurs de stress est prédominant. Donc, ça peut donner une idée un peu plus précise de cette part attribuable. Mais ce sont en général des questions délicates. D'autant que j'ai essayé de montrer qu'il y a souvent une interaction entre ces différents facteurs. C'est-à-dire que si le trafic donne une augmentation de particules, il peut y avoir en plus de l'ozone, le fait qu'il y ait les deux ensemble peut avoir un effet, disons, qu'on appelle synergique, encore plus important sur la santé. Donc définir une part attribuable dans ces conditions est un peu plus difficile. Donc si c'est possible, parfois c'est possible, et on y arrive aussi en faisant des études expérimentales, où là on peut un peu plus avancer. Mais quand ce n'est pas possible, et quand l'interaction est telle, eh bien ça veut dire une chose en termes pratiques, c'est qu'il faut agir sur les 2 ou les 3 causes, et non pas se limiter à une cause. Est-ce que ici à la Maison éco-citoyenne, il y a des bras qui se lèvent, des questions, des expériences, des commentaires peut-être ? Alors avant de passer parmi vous justement pour entamer ce dialogue, j'ai peut-être envie, Didier, de vous redonner la parole parce que je vois Michel. Et Michel, alors je vais dire chef de projet, c'est absolument pas le bon terme, c'est complètement impropre, mais je crois que vous êtes la chef de projet de cette exposition qui est ici et je crois que ce serait pas mal d'en parler. Oui, Michel est l'auteur de cette exposition Climat et Santé. Donc la question c'était, Michel, quand tu as travaillé sur cette exposition, qu'est-ce qui ressort de ce travail? Quels sont les points les plus importants à ton avis sur climat et santé? Alors, les points les plus importants, sont les suivants. C'est qu'effectivement, le changement climatique est présent. Les effets sur la santé... Il n'y a pas de doute. Le changement climatique est présent. Les scientifiques qui travaillent sur le climat peuvent... Non, mais j'appuie encore sur cette affirmation parce qu'il reste des sceptiques. Oui. Donc, je dirais que ressort de cette exposition le fait que les effets du changement climatique sur la santé dépendent vraiment des autres facteurs, comme l'a expliqué Robert, vraiment les facteurs environnementaux,
la pollution, les mouvements planétaires de population et de biens, les changements d'usage des sols. Donc réellement, nos modes de vie interagissent aussi avec le changement climatique pour influencer la santé. Et l'autre point important, c'est la vulnérabilité individuelle. Donc, comme l'a expliqué Robert, l'état de santé, l'âge, mais aussi la précarité. Ça, c'est un point très important parce que les populations précaires sont particulièrement touchées. Hein, elles ne peuvent pas isoler leur habitat comme les autres, acheter une clim. Elles sont souvent moins informées. Enfin bon, il y a vraiment tout un ensemble de paramètres qui va conditionner l'effet du changement climatique sur la santé. Je dirais que l'autre point important, en ce qui concerne la France, France métropolitaine, on peut clairement affirmer que le changement climatique est associé à une augmentation des canicules et des inondations, et que chaque événement climatique va affecter la santé de différentes manières. Donc on voit que c'est vraiment compliqué, c'est important. C'est important de décortiquer ce qui se passe, de bien le comprendre, parce que c'est complexe. Il y a tous ces facteurs et ça agit de différentes manières. Et si on prend le cas de la canicule qui est assez simple, donc la canicule agit par la chaleur. Cette chaleur extrême va solliciter l'organisme et peut induire des déshydratations, des hyperthermies, des coups de chaleur et même aller jusqu'à la mortalité chez les personnes vulnérables. Mais la canicule, c'est aussi une situation qui va influencer la qualité de l'air. Et c'est une situation où se produit vraiment de l'ozone, notamment dans les zones polluées. Il y a vraiment une forte production d'ozone en cas de canicule. Et donc là, la canicule agit sur la santé par le biais de l'ozone. Donc c'est un des exemples des effets indirects. Et affecter, donc induire des problèmes respiratoires et même cardiovasculaires. Donc on voit que c'est compliqué. Mais il faut vraiment avancer sur les connaissances, avancer sur les mécanismes, bien tenir compte du fait que c'est impliqué, qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Merci. Quelques mots. Alors j'avais envie de poser une autre question à Robert Barouki. Ici on est à la maison éco-citoyenne et cette maison c'est un endroit où on vient chercher des solutions pour être éco-citoyen, c'est-à-dire aussi bien moins consommer d'eau, mieux isoler sa maison. C'est aussi pour cette raison que l'INSERM est venu faire ses conférences ici, parce qu'on est au milieu du public, du grand public qui passe. Et je voulais demander à un chercheur qu'est-ce qu'il faisait tous les jours pour être un éco-citoyen. Non, mais il faut jamais prendre des cas particuliers. Mais si. Non, mais qu'est-ce que je fais tous les jours? Je prends pas ma voiture. Parce que c'est déjà très bien. Et je pense que bon, je ne veux pas non plus être trop dur avec l'industrie automobile, mais quand même, dans des villes notamment. Moi j'habite la région parisienne. Je prends le train, je marche, je prends pas le vélo. Le vélo est une très bonne solution. Il suffit d'aller en Hollande, par exemple. Si vous allez dans les villes en Hollande, il y a même à Bordeaux. Oui. Non, mais à Paris aussi. Mais c'est une très bonne solution. Ça dépend aussi des villes et de ce qu'on a aménagé dans les villes pour les vélos. Donc en plus on fait de l'exercice et on sait que c'est bien. Mais une bonne marche, c'est très agréable le long des quais. Là, c'est fantastique. Si on peut combiner des transports publics avec de la marche et éviter de prendre régulièrement, je pense qu'on a un impact disons, qui est plus faible que si on prenait sa voiture tous les jours. Voilà, c'est un exemple. Il s'avère que là, je suis bon, mais je ne suis pas sûr d'être bon sur tous les critères. Alors ça, c'est puisque ça a été dit, il y a des attitudes, des démarches, des actions qui sont bonnes à différents niveaux, quoi. Ça s'appelle l'éco-bénéfice. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. C'est-à-dire, vous ne prenez pas votre voiture pour le changement climatique, mais du coup, vous marchez, et c'est bien aussi, et c'est très très bien aussi pour votre santé. Donc voilà, c'est un très bel exemple d'un co-bénéfice. Sur le chat, il y a une question qui
qui porte sur le continent africain. Quelles conséquences pour le continent africain et en particulier le Mali? Et vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, des impacts justement sur des migrations humaines. Est-ce qu'on peut peut-être en parler un petit peu plus? Est-ce que vraiment est-ce que un des impacts du réchauffement climatique peut engendrer davantage de migrations humaines, et on sait bien que derrière davantage de pauvreté, davantage de conflits, etc., etc. Je pense que, bon, je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de questions, mais il n'est pas très difficile, quand on regarde les cartes, par exemple, de la sécheresse future, déjà, ce sont beaucoup de pays africains sont dans un état de sécheresse extrêmement, extrêmement grave. Et il est prévu que certaines régions vont avoir une sécheresse encore plus grave. Pas toutes les régions, d'autres ça peut être différent. Donc c'est plus, mais certaines régions, notamment d'Afrique, vont avoir une sécheresse augmentée. Donc vous imaginez le problème au niveau de l'agriculture et de la production simple. Donc c'est des pays qui vont perdre leur capacité à produire de la nourriture. Donc on imagine dans ces conditions-là que les personnes qui sont là, elles n'auront pas le choix. La migration, l'émigration va être presque nécessaire. Et donc, des problèmes d'eau, ça a été quand même à l'origine de beaucoup de conflits historiquement, et ça continue. Donc, quand on analyse les origines des conflits, souvent, il y a aussi cette bagarre pour l'eau, et c'est quelque chose qui est donc important. Donc, on peut s'attendre, parce que si certaines régions s'appauvrissent encore en eau, eh bien qu'il y aura plus de migrants et qu'il y aura peut-être et sans doute plus de conflits et qui vont affecter les gens bien au-delà de cette région. Est-ce qu'il y a une question ici à Bordeaux, à la Maison éco-citoyenne? Il y en a forcément. Il y en a une de monsieur, donc je me déplace pour prêter mon micro à monsieur. Est-ce que vous pouvez juste vous lever, s'il vous plaît? Bonjour monsieur. Oui, je voulais vous poser une question toute simple, terre à terre. Dernièrement, il y a des maires de certaines grandes villes qui ont pris des décisions quand ils ont une rocade, une autoroute qui passe à travers leur ville ou à côté. Donc la décision de baisser la limitation de vitesse, par exemple de 100 passer à 80 ou de 90 passer à 70. Est-ce que, à votre avis, c'est une décision bon, c'est toujours une bonne décision, de toute façon, à partir du moment qu'on baisse la vitesse. Mais est-ce qu'on devrait aller plus loin? Voilà. Est-ce que ces décisions au niveau des municipalités devraient, par exemple, descendre encore plus bas, vu qu'on connaît le facteur dangereux pour la santé des polluants dus à l'industrie automobile? Non, c'est clair que si je me focalise sur la quantité de particules ou de pollution liées au transport, il est clair qu'une limitation des vitesses a des effets positifs. Donc si sur ce plan-là, on ne peut que dire OK, enfin il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, faut-il aller plus loin? En fait, il faut savoir si on diminue encore, qu'est-ce qu'on gagne? Enfin, il faut voir. Il y a toujours dans toute décision de politique, je dirais, il y a le côté, alors là, très objectif, oui, ça fait diminuer les particules, c'est mieux pour la santé. Bon, voilà, ça c'est le premier point. Et puis ensuite, il y a l'acceptabilité d'une décision. Il y a le respect de cette décision dont on doit tenir compte. Alors, mais dans mon champ, disons, oui, réduire la pollution en limitant la vitesse est positif. Mais au-delà donc des voitures, comme je le disais tout à l'heure, une augmentation des transports collectifs, une facilité de transport collectif, surtout s'ils sont des transports écologiques, ne peut avoir que des effets en plus positifs et évite en plus le trafic. C'est notre moyen de faire. Dernière question, je mets aux enchères une question, le bras. Ah, un bras se lève. Parce que j'en ai des questions, j'en ai sur le chat, j'en ai sur Twitter, j'en ai moi dans ma tête, mais quand même le public présent peut poser. Merci. Bonjour. Du coup, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour qu'il y ait des changements, quoi. Pourquoi on sonne l'alarme maintenant, alors que ça fait un moment déjà que... C'est une bonne question
qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est vrai qu'à un moment, la prise de conscience devient un tout petit peu plus générale. Et si on analyse, il y a des gens dans les sciences humaines qui analysent tout ça. Et c'est pas spécifique au changement climatique. Hein. Il y a un peu la même chose sur beaucoup d'autres stresseurs, sur le tabac, sur l'amiante. Enfin, il y a toute une histoire à chaque fois où on vous explique pourquoi on a mis tellement de temps, alors que les évidences scientifiques, les preuves scientifiques commençaient à s'accumuler. Pourquoi à un moment ça finit par s'imposer et on veut prendre des décisions? C'est que sans doute il y a des intérêts qui sont contraires, et c'est d'abord, on met souvent du temps à prendre conscience des choses. On s'habitue. Quand on prend tous les jours sa voiture pour aller travailler, eh bien, on est habitué. Il y a un certain confort. On écoute la radio, on écoute de la musique. On n'est pas entassé dans un métro ou autre. Donc, c'est un certain confort. Et puis, voilà, on s'habitue. On a un peu de mal à renoncer. Donc, il y a un certain temps de latence avant de pouvoir d'accepter de renoncer à ça et de changer. Donc, ça, c'est normal. Et puis, il y a, pendant très longtemps, par exemple, il y a des choses il y avait des gens qui disaient non, j'y crois pas trop. Aux États-Unis, vous savez, il y a les climato-sceptiques existent encore en France aussi, mais enfin, notamment aux États-Unis. Et vous discutez avec des gens et ils vous disent on s'adaptera. Je veux dire, ok, d'accord, ça change, mais l'homme s'adapte. Et ça, c'est une notion qui mérite vraiment réflexion. On peut parfois s'adapter à des choses, mais il est possible que si des changements deviennent exponentiels, qu'on ait vraiment beaucoup de mal à nous adapter. Donc cette notion, on s'adaptera de toute façon, surtout dans des temps courts, n'est pas tout à fait vrai. Mais il y a des gens qui pensent ça. Et puis il y a, si vous faites ça, je suis au chômage, donc j'ai pas très envie. Si vous dites moins de transport, ça peut mettre des gens au chômage. Ce qu'il faut vraiment, une chose sur laquelle il faut vraiment réfléchir, parce que justement, au contraire, ça peut susciter de nouvelles techniques, de nouvelles méthodologies, de nouvelles industries. Donc, mais il y a cette il y a cette peur qui existe et qui fait qu'on ne prend pas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on fera passer le climat avant l'argent? Mademoiselle poursuit sa question à juste. À ce stade, je demande. Enfin, on peut faire passer la santé. Je pense que si on pose la question le climat avant l'argent, il y a des gens qui pourraient commencer à réfléchir. Mais si vous leur dites vous êtes impacté dans votre santé et la santé de vos enfants encore plus, parce que vos enfants, un enfant qui naît cette année, on est en 2015, donc dans 85 ans, donc là 2100, il aura 85 ans, donc ce sera un vieillard, admettons. Et à ce moment-là, s'il y a 4 degrés de plus, il y a toute une série de conséquences, on va parler sur la santé, et il sera dans un monde qui sera très différent si on ne fait rien. Donc, si on parle aux gens au niveau de leur santé, de leur environnement, je pense que ça peut impacter plus que de dire, il y aura 3 degrés de plus, ça reste un peu abstrait. Mais il y a des effets sur la santé, c'est clair. Et c'est ce qu'on a dit un certain nombre d'entre nous, chercheurs, dans toute une série de commentaires publiés dans des revues internationales, qu'il faut mettre la santé au cœur du problème du climat. Alors, professeur Barouki, justement, j'ai une question sur le chat. À quand des campagnes pub sur les effets nocifs du climat sur notre santé? Et quel visuel, message, entre parenthèses, modèle tabac? Donc, en gros, est-ce que vous pensez qu'il est temps peut-être d'avoir des vraies campagnes, comme la lutte contre le tabagisme ou l'alcoolisme, ou la sécurité routière, mais sur les dangers provoqués par l'évolution du climat? Oui, je pense qu'il faut tout ce qu'on peut faire pour augmenter la prise de conscience est utile. Donc ça peut être au niveau de publicité, mais qui sont par définition courtes et qui doivent avoir un impact. Ça peut être au niveau de discussions qu'on peut avoir ou de documentaires ou autres. Je pense que tout ce qu'on peut faire pour augmenter la prise de conscience des conséquences ne peut être qu'utile là-dessus. Et alors moi, il me vient une autre question. On en a un petit peu parlé. Vous l'avez abordé tout à l'heure. On l'a réabordé après. Vous êtes professeur, donc vous êtes chercheur, scientifique. Comment vivez-vous cette remise en cause régulière de la science? Là, je pense aux sceptiques. Il y en a, vous en parlez aux États-Unis, il y en a beaucoup. Il y en a aussi quelques-uns ici en France. Donc, non, mais nous sommes des scientifiques à l'INSERM, et
nous devons raisonner et comme scientifiques et garder ce que nous sommes. Donc, on va se battre avec les armes d'un scientifique. Le doute en science fait partie de notre vie de tous les jours. Évidemment, le doute est manipulé et utilisé par certains en disant de toute façon, il y a un doute, donc on ne fait rien. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre comme notion. Et ce n'est pas uniquement pour le climat, c'est vrai dans beaucoup de choses. Nous, évidemment, tous les jours, on met en cause, on met en doute ce que nous avons trouvé la veille, parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on voit s'il faut avancer. Sinon, on resterait là où on est et la science n'avancerait pas. Donc, on utilise le doute. Mais il ne faut pas manipuler le doute pour dire on ne croit pas. Ça, c'est bon. Comment on peut s'en sortir avec ça, en gardant le doute? Dans beaucoup de domaines, les certitudes ne sont pas à 100%. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de décision quand la certitude est à 75% ou à 50%. Ça ne veut pas dire ça. Un scientifique ne peut pas affirmer quelque chose qui est faux. Donc moi, si je vous dis que tel effet, je pense qu'il est très probable, mais je ne peux pas vous affirmer qu'il est complètement avéré, je vais le dire comme ça. Je ne peux pas, en tant que scientifique, vous déformer cette réalité et je ne le ferai pas. En revanche, la prise de décision qui suit peut être faite même dans un contexte de relative incertitude. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution, qui est avant tout un principe de scientifique. Parce que pour prendre une décision dans le cadre du principe de précaution, on le prend dans un cadre d'incertitude. Mais le degré d'incertitude, il est différent. Parfois, l'incertitude est énorme, donc on peut rien faire. Mais parfois, c'est simplement qu'on ne peut pas être sûr à 100%, qu'on a de très bonnes raisons de le penser, mais qu'on n'est pas sûr à 100%. Et malgré tout, le politique ou les pouvoirs publics peuvent prendre des décisions dans ce cadre-là. Alors, juste, je voulais rebondir là-dessus. Pourquoi, justement, les citoyens, et en général, on attend toujours des certitudes des scientifiques, et notamment dans ce domaine de changement climatique, qui est un domaine transversal où il y a de la physique, de la chimie, de la botanique, et donc les décisions sont d'autant plus difficiles à prendre. Pourquoi on attend toujours des scientifiques des certitudes? Donc, on attend des scientifiques qu'ils éclairent sur l'état des connaissances à un moment donné. Bon. Évidemment, c'est beaucoup plus confortable si un scientifique vient et vous dit, comme c'est vrai dans certains cas, par exemple, prenons les particules, là on sait. Là, les études sont très nombreuses et on sait. Bon, il y a des domaines où on sait. L'amiante, on sait, il y a pas. Ça, c'est très confortable. Mais étant donné la difficulté, comme vous l'avez dit, de réunir l'ensemble des preuves pour affirmer quelque chose à 100%, et parfois, on ne peut pas attendre. Parfois, on ne peut pas attendre parce que s'il y a des facteurs comme, prenons le changement climatique ou la qualité de l'air ou certains produits chimiques qui affectent un enfant ou même un fœtus donc pendant la grossesse, on ne va pas prendre le risque, même s'il y a un peu de doute et ne pas agir. Il faut agir même malgré cela. Mais évidemment, on a besoin d'avoir quelques éléments. Alors, c'est très confortable quand on a de la certitude, mais il faut aussi accepter d'agir dans un contexte un peu d'incertitude. Oui, sur le chat, on parle. J'ai l'impression que le thème des migrations climatiques est un thème assez récurrent. Il y a une question, quid de l'impact des migrations climatiques? Alors, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Une autre question d'Aurélie. À quel type de problématiques de santé peut-on s'attendre dans les années à venir, notamment avec les migrations liées au changement climatique? Oui, il va y avoir des migrations et il y aura peut-être des impacts sanitaires importants qu'il faudra gérer. Oui, donc ça c'est le premier, c'est que l'état des personnes qui migrent est en général un état qui n'est pas florissant. L'état de santé de base n'est pas florissant, on le voit, donc c'est des personnes qui ont déjà souffert à la base et qui la migration elle-même produit d'autres souffrances. Donc on va avoir des personnes particulièrement vulnérables à l'état environnemental général, pas uniquement lié au changement climatique, mais l'état environnemental général. Donc ces personnes-là, évidemment, il y a des impacts particuliers sur eux, comme sur toute personne vulnérable, d'où l'importance de dire on n'étudie pas le stress climatique en tant que tel, mais on l'étudie en fonction aussi de la population cible. Et donc, ils seront vulnérables. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils aient une santé fantastique, notamment s'il y a des problèmes de dénutrition ou de malnutrition qui est associé à tout cela. Est-ce qu'il y a des maladies anciennes, pour nous anciennes, qui peuvent revenir par ici?
Ça, mais bon, les maladies anciennes, il y a déjà eu dans certains endroits en France du paludisme avant d'être éradiqué. Il y avait du paludisme en France, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on peut s'attendre éventuellement, avec le changement climatique et les moustiques et autres, d'une réémergence de certaines de ces pathologies, bien entendu. Oui, alors je pense que Éloi fait allusion. Est-ce qu'on peut arriver à l'émergence de nouvelles bactéries, puisqu'on a vu que la calotte glaciaire fondait? Est-ce que ce sont des scénarios de science-fiction, ce genre de choses, c'est-à-dire apparition de nouvelles bactéries qui jusqu'à présent étaient enfouies sous la calotte glaciaire et que le changement climatique peut les remettre à l'air? Non, mais il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, hein, qui se sont rendus compte qu'effectivement, dans le permafrost, enfin, avec le changement climatique et la fonte, on va réémerger de ce type de bactéries. Est-ce qu'elles vont avoir un caractère infectieux? Là, pour le moment, on peut pas vraiment le dire. A priori, bon, il n'y a pas une énorme inquiétude là-dessus, mais quand même, il y a des gens qui travaillent dessus, qui se posent ces questions-là. Donc, il faut être vigilant, hein. Là, à ce stade, c'est pas la peine de paniquer. Il faut être vigilant. C'est clair que il peut y avoir ce type de réémergence, mais je parlais de quelque chose qui est, en fait, sans doute plus probable, qui est déjà l'arrivée de réémergence du paludisme, par exemple, avec tout ce qui va se passer, c'est assez probable. Mais ça, ce sont des questions qui se posent. C'est pas de la pure science-fiction. C'est pas non plus quelque chose qui doit nous inquiéter tout de suite. Est-ce qu'il y a une question ici? Oui, un bras se lève. Je me faufile. Enfin, je marche le long des chaises et je parle en marchant pour occuper. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On a l'impression que dans certains pays, comme les pays du Nord, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus ancienne, et peut-être qu'ils ont du coup un niveau, une manière de vie qui est beaucoup plus saine que la nôtre dès à présent, avec une écologie peut-être aussi plus prononcée. Est-ce que la recherche française sur ces questions-là, et vous aussi votre travail, est du coup en retard? Est-ce qu'il y a une prise de conscience en retard de la part des scientifiques en France, ou est-ce que c'est juste une mobilisation citoyenne qui était plus en avance dans ces pays-là? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça, ou est-ce que ça s'explique? Ce sont souvent des pays où il y a effectivement une plus grande tradition de mobilisation citoyenne, comme vous le dites, mais ça existe quand même aussi en France. Il ne faut pas non plus tout le temps dire qu'on est très en retard en France. Cette question existe, elle a été développée. Est-ce qu'il y a assez de recherche? Moi, je pense que non. On a de la recherche. On s'en est rendu compte cette année. Il y a eu plusieurs événements où on a discuté entre chercheurs, je dirais, entre scientifiques, et cette recherche existe. Parfois, elle n'est pas affichée comme étant une recherche changement climatique et santé, mais une personne qui travaille sur la qualité de l'air et qui étudie différentes influences sur la qualité de l'air, y compris en collaborant avec Météo France, fait un travail sur climat-santé, même si elle ne s'affiche pas initialement comme étant spécialiste de ces questions. Mais la prise de conscience, je pense qu'elle a déjà démarré. Peut-être qu'il y a d'autres pays où le côté citoyen a été plus fort et plus précoce qu'en France, où on attend peut-être un peu plus de l'État de faire un certain nombre de choses et d'initier certaines initiatives. Mais je pense que moi, ayant discuté de cela dans des associations depuis pas mal de temps, en fait, non, au niveau de la population, je pense qu'il y a vraiment une réflexion. Je pense aussi que selon l'état économique d'un pays, à un moment donné, la préoccupation environnementale peut malheureusement être plus ou moins élevée. Je dis malheureusement parce que je pense qu'en y réfléchissant un peu, que ça peut être aussi une solution et pas uniquement un luxe. C'est une solution et pas un luxe. Mais bon, c'est vrai que ça impacte, et quand on met... il y a des priorités parfois, quand on est au chômage ou autre, qui font que, on se dit que ça viendra après, on y réfléchira après, et qu'on va gérer l'urgence. Et ça peut retarder, disons, une prise de conscience. Mais je pense que c'est à nous aussi, aux spécialistes du domaine, d'expliquer aux gens que c'est quelque chose qu'il ne faut pas retarder pour le moment. Et j'ai une question sur le chat, sur un des sites internet sur lequel est diffusée cette rencontre. Une question qui est complètement reliée à ce dont on vient de parler. Est-ce que le politique entend-il suffisamment le scientifique? Le politique, on le sait, a énormément de rapports toujours à lire. C'est pas Madame la vice-présidente qui va nous dire le contraire. Mais est-ce que le scientifique, de votre point de vue de scientifique, est suffisamment écouté?
Alors, bon, les rapports entre le scientifique et le politique sont, disons, complexes. Il y a plusieurs choses, il faut tenir compte de plusieurs aspects. Le scientifique doit rester dans son rôle de scientifique. C'est-à-dire, c'est pas au scientifique de dire voilà la décision qu'il faut prendre. Le scientifique doit donner un état des connaissances à un moment donné avec le niveau d'incertitude. Et il doit savoir communiquer donc au grand public comme au pouvoir public l'état de la science de manière, disons, relativement intelligible. C'est pas toujours le cas des scientifiques. Donc il faut d'abord qu'on se pose la question nous-mêmes et qu'on puisse faire un effort sur ce plan-là. Ensuite, bien évidemment, c'est le rôle des pouvoirs publics et du politique de décider, parce que la décision va dépendre de l'avis des scientifiques, va dépendre de tas d'autres critères que seuls les pouvoirs publics peuvent avoir. Il faut donc bien séparer les choses à ce niveau-là. En revanche, il faut aussi que les organisations citoyennes, elles qui peuvent tenir compte de la science, mais tenir compte aussi des autres aspects socio-économiques, aussi aient leur avis et poussent au niveau du politique un certain nombre de propositions. Et peut-être que les citoyens n'aient pas tout le temps peur de ce qui peut leur apparaître comme très complexe. La science leur apparaît comme complexe. La science est complexe, il ne faut pas le nier. Enfin, c'est pas si c'était facile, il y a beaucoup de choses qu'on aurait découvert et fait depuis. La science est complexe. On peut, je pense, l'exposer d'une manière relativement intelligible en mettant l'accent sur les domaines où on a des connaissances à peu près sûres et des domaines où on a des connaissances un peu moins sûres, donc un peu avec plus de doutes et d'incertitudes. Et puis là où on ne sait vraiment pas et on pense qu'il faut mettre de l'effort, quoi. On va prendre une dernière question. Anne Vallerey, qui est vice-président de la métropole. Oui, c'était pas tellement une question, mais peut-être une réaction par rapport à la question qui vient d'être posée et la réponse du professeur Barouki. En effet, je confirme, en tout cas, il y a une forte attente des politiques de l'avis exprimé par les scientifiques. On n'en serait pas là aujourd'hui, malgré toutes les difficultés d'avancer dans la bonne direction pour la COP21, s'il n'y avait pas eu une mobilisation de la communauté scientifique mondiale autour du climat au travers des travaux du GIEC. On n'en serait pas là si le GIEC n'avait pas produit en 2007, puisque pour moi, très clairement, c'est 2007 qui est le point de départ, qui a été le point de départ d'une sensibilisation à la fois du milieu politique, mais aussi médiatique, parce que les médias n'en parlaient pas beaucoup jusqu'en 2007, il faut le dire. Et puis, petit à petit, une sensibilisation ensuite de toute la population, de tous les citoyens. Donc, il y a un rôle du scientifique qui est énorme. Je ferai quand même un parallélisme peut-être entre ce que vous avez fort bien dit sur à la fois la complexité et la nécessité d'avoir une vision systémique des choses, un petit peu, dans tout ce que vous avez montré. Et je ferai ce parallélisme avec les décisions qu'a à prendre le politique dans ces domaines-là. Vous avez donné quelques exemples. Si je prends la qualité de l'air, par exemple, la qualité de l'air, vous avez évoqué tous les impacts sur un plan sanitaire que ça peut avoir en termes négatifs, mais quand on est politique, ensuite qu'il s'agisse localement ou dans d'autres sphères, quand on prend des décisions, on doit aussi, c'est extrêmement complexe. On sait qu'il y a un rapport qui a été produit 27 juillet dernier, je crois, une enquête sénatoriale qui a chiffré, là c'est intelligent aussi, qui a chiffré le coût économique, financier de l'impact de la pollution de l'air en matière sanitaire. Et c'est, je crois, de l'ordre de plus de 100 milliards d'euros par an. Vous imaginez, 100 milliards d'euros par an. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir ce type de données pour les politiques, pour pouvoir les pousser encore plus à agir et à prendre des décisions. Parce qu'il y a un coût sanitaire, c'est le coût évidemment le plus important à nos yeux, le coût humain, je dirais, mais il y a le coût financier. Et c'est comme, j'allais dire, le rapport Stern à un moment donné, qui avait chiffré c'est quoi le coût de la non-intervention sur le changement climatique, la prise en compte des effets du développement durable, si on ne fait rien. Et là, c'est pareil, ça a été chiffré, ça, c'est intelligent. Et enfin, je dis la même chose, le parallélisme, parce que la complexité pour un politique qui doit prendre une solution, si je reviens à la qualité de l'air, ici, localement, on sait que 60% en gros de la pollution de l'air, elle est importée, que la responsabilité, ici, elle provient bien sûr du trafic, pour les particules fines, les PM10 ou 2,5, elle provient aussi du mode
de chauffage, sur toujours les particules. Donc on peut agir sur ces deux leviers. Et monsieur posait une question tout à fait intéressante tout à l'heure sur les voitures, la vitesse de circulation, ce qu'on pouvait faire en la matière. Donc on peut faire plein de choses en la matière. On peut faire, et on le fait aujourd'hui, pour accompagner les foyers, par exemple financièrement, pour changer leur équipement de chauffage au bois, pour avoir les filtres qui conviennent, les machins, les trucs. On peut faire plein de choses, mais tout est complexe. Si on limite, par exemple, les véhicules en ville, on a diminué de 30% sur Bordeaux. Mais si on interdit du jour au lendemain, par exemple, les véhicules diesel, qui sont plus polluants, et encore que, vous avez vu, encore sur ce sujet, les polémiques. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Voilà, il faut, comme vous l'avez dit fort justement, qu'on n'aille pas contribuer encore à une fracture sociale. Les gens, ils ont besoin de leur véhicule. 80% aujourd'hui, un peu moins maintenant, des Français ont un véhicule au diesel. Et il ne faut pas que ce soit les classes les plus défavorisées qui, du jour au lendemain, soient pénalisées. Donc, il y a aussi toute cette complexité, cette vision systémique qui est fondamentale, que vous avez rappelée dans votre domaine, mais qui est celle des politiques aussi, pour agir dans ces domaines. Si je peux me permettre, juste, l'aspect économique est maintenant de plus en plus présent. L'évaluation économique des conséquences de l'inaction, que ce soit au niveau du climat, mais au niveau de tas de molécules chimiques, est important. Et il y a eu plusieurs études qui ont montré que investir sur la santé donne un des meilleurs rendements possibles. Simplement sur le plan économique, je parle, et sur la qualité de l'environnement aussi. Donc, c'est pas du tout incompatible. Et il y a une véritable science là-dedans et il y a de véritables connaissances. Et je pense qu'il faut les populariser un peu plus pour qu'on sache. Simplement, on se place dans une perspective un peu plus long terme que juste ce qui se passe demain. Oui, alors je voulais rebondir sur la COP21 au Bourget. L'INSERM sera présent à la conférence, pour une conférence santé dans le cadre de la recherche française sur le village Génération Climat. L'INSERM organise un débat sur pathologie respiratoire, quelle prévention du risque sanitaire dû au changement climatique. Vous serez présent avec des chercheurs du CNRS, du CEA. Il y a eu une évolution pour avoir eu la chance d'aller à Rio en 2000. On parlait surtout de déforestation. Et maintenant, le climat, quand même, la santé est au cœur de la COP21. Est-ce que vous pensez que ça va continuer ou c'est juste la COP21 qui fait ça? Non, bon, bien sûr. Non, mais attendez, la COP21 fait un peu, bien sûr ça, mais c'est à nous aussi de poursuivre et que ça va pas s'arrêter tout de suite. Les décisions de la COP21 vont impacter. L'impact sera majeur. Je veux dire, est-ce que être entre plus 2 degrés dans quelques dizaines d'années ou plus 4 degrés, la différence est majeure. Donc il y a un vrai enjeu. Donc évidemment maintenant tout le monde s'y intéresse parce que c'est l'année climat, c'est la COP21, mais on espère qu'avec les décisions qui vont être prises, il y aura des conséquences qui vont aller sur le long terme. Et à nouveau, le fait de mettre la santé au cœur et de la COP21, je n'irai pas jusque-là. Elle n'est pas. Nous, on aimerait qu'elle soit encore plus au cœur de la COP21 et qu'il y ait des interventions même dans la COP21 sur les questions de santé. Je pense que c'est quelque chose qui intéressera les gens et augmentera la préoccupation et l'intérêt pour ces questions-là et l'urgence de prendre un certain nombre de décisions. Didier, peut-être un dernier mot ici. Oui, un dernier mot, monsieur. Et puis après, donc la dernière question. Et Didier, après, je vous propose de passer au mot de la fin. Et puis nous rendrons l'antenne, comme on dit à la télé. Okay. Oui, moi, ce que je voulais dire, qu'est-ce que vous pensez de cette course folle à l'heure actuelle que nos sociétés ont pris, toujours plus, gagner toujours plus de temps? C'est-à-dire que ça amène à faire, par exemple, dans le cadre des infrastructures SNCF, je vais prendre un exemple de tous les jours, faire ces grandes lignes LGV ou les autoroutes qui, on sait très bien, détruisent la nature, détruisent des vignes, détruisent des forêts, détruisent des campagnes. Et pour gagner quoi? Donc, en plus, quand ça peut causer des inondations, parce que l'eau, on se dit l'eau, mais l'eau, s'il n'y a pas de racines, s'il n'y a plus d'arbres, s'il n'y a plus rien, voilà, elle ne sait plus où aller. Donc, tout ça, est-ce que c'est pas justement notre système de vie, nos nouvelles civilisations, on est en train de couper la branche sur laquelle on est assis. Moi, j'en déduis ça personnellement. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre autrement?
plus cool, plus tranquille, comme nos anciens faisaient, faire les choses toujours mieux et penser aux futures générations, parce que là, comme on vit, on ne pense pas aux nouvelles générations. C'est mon point de vue. Voilà. Alors je voulais savoir. Alors juste une réflexion plus je dirais de citoyen que de scientifique à ce niveau-là, mais je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle le progrès. Et c'est plus profond que ça n'en a l'air, parce que pour beaucoup de gens, le progrès est associé à ces avancées technologiques qui augmentent. Vous voyez, par exemple, la puissance des ordinateurs est multipliée par 2 tous les 2 ans ou tous les ans, enfin selon une règle qui a été édictée. Et puis la vitesse, comme vous l'avez dit. Mais donc progrès, c'est pas, je pense, pas uniquement ce progrès technologique. Je pense que si on intègre dans la notion de progrès la technologie, mais aussi l'impact de la technologie sur la personne. Je parle pas uniquement de santé, mais le bien-être de la personne et de l'environnement, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'environnement, c'est pas à notre disposition non plus complètement. Donc si on intègre ça dans la notion de progrès, eh bien peut-être qu'on aura une vision un peu plus équilibrée des choses, et on ne considérera pas que toute avancée technologique doit être immédiatement implémentée et on doit l'accepter, et que peut-être qu'on refusera ou on ralentira certaines avancées dites technologiques. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense, dans la notion de progrès, la définition du progrès pour nous qui est au centre de tout ça. Didier, je vous propose le mot de la fin. Je voulais remercier Anne Valric de nous accueillir dans ce bel endroit, la ville de Bordeaux. Le professeur Barouki d'être venu de Paris pour nous faire cette exposé si claire, simple, où on a bien compris. Et je vous invite à aller sur le site de l'INSERM, puisque l'INSERM sera présent pour la COP21 également au Grand Palais, dans le cadre de l'espace recherche, du 4 au 10 décembre. Où il y aura tous les EPST, ce qu'on appelle les établissements publics, sur la recherche, où vous pourrez avoir des vidéos sur le climat, vous aurez des expositions. Alors pour ceux qui passent sur Paris du 4 au 10 décembre, je les invite à aller au Grand Palais. Et je vous remercie d'être venus ce soir, pour les présents à la maison. Et juste un dernier mot, parce que moi aussi j'ai des petits remerciements, hein, évidemment, je ne vais pas tous vous les laisser. Je vous encourage vivement que vous soyez derrière votre petit écran, derrière votre smartphone, dans le tramway peut-être, qui sait, en train de suivre cette rencontre, ou ici, à la Maison éco-citoyenne, à savourer cette exposition, à venir voir cette exposition, qui est donc animée par les petits débrouillards d'Aquitaine, et qui est proposée par l'INSERM Aquitaine Poitou-Charentes. Venez voir également, ne manquez pas tous les prochains rendez-vous que vous concocte l'équipe de la Maison éco-citoyenne, l'équipe autour de Constance Deveau et toute cette équipe qui vous propose toujours des animations pleines de dynamisme. Vous allez sur le site de la Maison éco-citoyenne, ce n'est pas une proposition, c'est une consigne. Merci chaleureusement à tout le monde, merci à l'agence Triple C, à JD Carré pour la réalisation. Bien sûr, merci aux équipes de l'INSERM et notamment Didier Dubrana pour avoir proposé et concocté cette rencontre. À bientôt, à tout de suite sur les réseaux bien sûr.